Voilà, bonjour à tous. Buongiorno a tutti. Nous sommes la commission de bioéthique très honorée et très heureux d'avoir été invité ici à Lugano, et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous et de rencontrer ici les deux membres tessinois de la commission qui font toujours le voyage. Et on vient de dire à Luca Pagani qu'on se rendait compte en venant au Tessin ce que font les Tessinois quand ils viennent dans la Suisse de l'intérieur. Dunque esprime la sua gratitudine e il suo ringraziamento per l'invito di poter collaborare con la Facoltà di Teologia. Capisce anche che cosa significa quando i due membri della commissione, che è l'avvocato Pagani e io stesso, dobbiamo fare un viaggio ogni volta che andiamo a Friburgo. Et c'est aussi l'occasion d'être en lien avec l'occasion pour l'Université de Fribourg, que je représente ici, d'être en lien avec la facolté de théologie de Lugano. C'est aussi une belle chose. È una bella cosa di poter collaborare, perché è membro dell'Università di Friburgo, e anche per noi è un'occasione unica di creare questi legami. Alors j'ai choisi le titre « Les blessures de la famille » parce que je pense que parler de la famille en morale impose de partir de la blessure. Non si può parlare della morale in famiglia se non si parte dalle ferite. Ecco perché ho scelto questo titolo. Soit que la blessure résulte d'une inadéquation morale des comportements. Io so che la ferita è in fondo anche la conseguenza di un'inadeguatezza dei comportamenti morali. Soit que les blessures qui nous arrivent de l'extérieur nous amènent à des situations de vie non idéales, disons les choses comme ça. È vero che arrivano anche delle ferite dall'esterno che ci portano a delle situazioni morali che non sono ideali. Ou bien alors, et peut-être la solution la plus à travailler, à partir des blessures inévitables. Dunque, forse sarebbe dunque meglio di partire dalle ferite prima di parlare di morale. Aller vers ce qu'on a appelé la résilience, ou vers le déploiement de l'existence, la vie quand même, E a partire malgré les blessures. andare nella direzione dello sviluppo in un mondo dinamico a partire dalle ferite della vita, comunque, della vita. Alors, une réflexion, quelques mots d'abord sur la notion même de blessure. Alcune parole sulla nozione della ferita. Parler de blessure implique une vision dans le temps, une vision de la temporalité. Parlare della ferita significa prendere in considerazione la temporalità. Et pour moi, moraliste, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne fait pas de la morale des actes, on fait de la morale des vies. On a à considérer le déploiement et le cheminement des vies humaines. Dunque è molto importante il morale, non faccio morale degli atti, ma faccio morale di una vita, dove gli atti sono inseriti all'interno di una vita. Chacun d'entre nous, si on considère son corps physique de chair, on va y trouver des cicatrices. Se noi consideriamo il nostro corpo fisico, abbiamo delle cicatrici. Ça veut dire qu'il y a eu des blessures. Dunque, Mais cela veut dire aussi que les blessures se sont fermées et qu'elles ont laissé des traces imprimées dans l'histoire du sujet. Dunque, se abbiamo queste cicatrici, significa anche che si sono chiuse e che ma comunque hanno lasciato una traccia della vita dell'essere umano che siamo. Il en va de même des familles. Dire que la blessure est inévitable, c'est comme pour le corps humain dire l'avant et l'après. Dunque per le famiglie è la stessa cosa, c'è un prima, poi c'è un dopo, la stessa cosa per le ferite del corpo. Il y a des actes qui blessent et qui déchirent, mais il y en a aussi qui réparent et qui guérissent. Ci sono atti che dividono, che feriscono, ma ci sono anche atti che guariscono, che permettono la guarigione. Parler de la blessure, c'est alors parler de l'espérance de la guérison qui fait intervenir peut-être dans la famille, et je terminerai peut-être avec ça, un médicament très efficace, si j'ai bien compris, Monseigneur Moréo l'a évoqué aussi, la grâce du pardon. Dunque, parlare di ferite significa anche parlare di speranza, e in fin dei conti parlare della grazia del perdono dal quale Monsignor Moréo
se ho capito bene, ha parlato. Ceci pour dire, si je parle de la grâce du pardon, j'ai été médecin pendant longtemps et nous avons à la faculté de médecine de Lausanne, à l'entrée du principal auditoire, cette fameuse phrase d'Ambroise Paré, « Je le pensais, Dieu le guérit ». Donc, è stato medico per tanti anni e all'entrata della facoltà di medicina di Lausanne c'è una frase, com'era? Ambroise Paré, le chirurgien du XVIe siècle, allora, je le pensais, je faisais le pansement et Dieu a fait la guérison. Dunque una frase di questo famoso medico che diceva io l'ho fasciato ma Dio l'ha guarito. Donc là aussi, dans notre considération des blessures, je pense qu'on doit rester avec cette humilité. Dieu guérit. E dunque questa stessa umiltà dobbiamo averla nella nostra vita. Mais en même temps, cette responsabilité. Dunque, Dieu guérit, mais nous faisons les pansements. Dunque Dio guarisce, ma siamo noi che siamo responsabili di collaborare a questa guarigione. Et je reviendrai tout à l'heure sur quel type de pansement et quel type d'interaction nous pouvons avoir. Vedrò dopo i tipi di interventi che io vedo. Le dernier élément sur la blessure, non, ce n'est pas tout à fait le dernier élément, mais un autre élément sur la blessure, ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la blessure comme chance. Poi vorrei parlare del paradosso della ferita, che è una possibilità, una chance. La blessure comme ce qui relie, parce que nous avons entendu Monseigneur Morero parler de la nécessité du lien, de la relation. Si nous étions invulnérables, si nous n'avions besoin de personne, si nous étions inoxydables, intouchables, nous n'aurions pas besoin des autres. Abbiamo bisogno degli altri, come diceva Monsignor Morero, abbiamo bisogno degli altri, anche la ferita è il segno che abbiamo bisogno degli altri, non siamo intoccabili. Et Monseigneur Morero a cité Thomas d'Aquin, je citerai Bonaventure, il dit « Quelle chance que notre imperfection, parce qu'elle nous rend dépendants, donc proches de Dieu ». Citando Bonaventura che dice che fortuna la nostra imperfezione perché ci rende dipendente dunque di Dio. La blessure donc nous pousse à la confiance, se laisser soigner, que ce soit physiquement mais aussi moralement. Ça veut dire laisser l'autre verser l'huile et le vin, pour reprendre l'image du Samaritain qui faisait des choses très bien, il mettait un corps gras et un désinfectant, exactement ce qu'il faut faire. Donc la ferita significa lasciarsi guarire, avere fiducia, abbandonarsi come il buon samaritano che guarisce con l'olio e il vino. Se laisser approcher par l'autre avec des gestes qui soulagent et qui apaisent. Dunque lasciarci avvicinarsi dall'altro con gesti che danno pace e che sollevano e sollievo. Et peut-être c'est difficile dans la famille, parce que la famille, là je prends mon expérience de médecin généraliste, la famille souvent se replie sur elle-même et fonctionne en vase clos. Perché la famiglia si ripiega su se stesso quando è ferita, parla della sua esperienza di medico generalista. Encore un élément sur la blessure comme stigmate, la blessure qui exclut. Le sociologue Erwin Goffman définit le stigmate comme chez quelqu'un une différence indésirable, dit-il. Dunque parla della stigmatizzazione, dell'esclusione alla quale porta la malattia, la ferita, si riferisce al sociologo Goffman che parla del stigma che esclude. Et cette différence, dit Goffman, a ceci de terrible, c'est qu'elle va focaliser le regard. Elle va focaliser l'attention de ceux qui sont autour de la personne ainsi stigmatisée. Allora, la differenza dovuta alla ferita creerà uno sguardo diverso sulla persona che è proprio stigmatizzata dagli altri a causa della sua malattia. La personne est identifiée à son stigmate. Elle est handicapée, prostituée, réfugiée, chômeur, etc. La persona è identificata con la sua ferita, con il suo stigma, è un escluso, è un migrante, è un malato, è una prostituta. Et Goffman nous dit que toutes ces autres richesses humaines sont oubliées. E tutte le sue altre ricchezze umane sono dimenticate, dice Goffman. Je pense que ça fonctionne aussi avec les familles blessées.
Penso che questo funziona anche con le famiglie ferite. Pensez uniquement à tout ce qu'on a pu dire à propos, depuis l'ouverture du processus synodal sur les divorcés. Le seul qualificatif qui nous intéresse, c'est de savoir s'ils sont remariés ou non. Dunque, guardate un po' quando nel Sinodo abbiamo parlato sulle famiglie divorziate. L'unica cosa che ci interessava nella discussione è se sono risposati o no. Que sait-on de leur humanité, de leur capacité musicale, de leur humour, de leur bienveillance, de leur compassion, de leur courage, etc. Che cosa sappiamo delle persone ferite anche a livello delle famiglie, a livello dell'umanum, delle loro capacità anche musicali, estetiche, eccetera. Cela ne veut pas minimiser la blessure et la déchirure. Io non voglio minimizzare le ferite e la separazione che c'è. Dans le travail que je fais souvent en éthique de la santé, j'essaye de dire qu'on doit aussi diriger notre regard ailleurs, au-delà, à côté. Il y a de la vie à côté de la blessure. Allora dice, nel mio principio lavoro nell'etica della sanità, dico sempre che c'è vita accanto alla ferita, come nella coppia ferita, c'è vita accanto a questa divisione che c'è. Deux éléments encore. La blessure, ça fait mal. La ferita fa male. C'est une vérité qu'on oublie un peu facilement quand on considère la blessure de l'extérieur. E questo lo dimentichiamo quando guardiamo la ferita dall'esterno. Que de fois j'ai entendu des soignants dire aux patients, mais non, ça fait pas mal. Quante volte ho sentito le persone curanti dire al malato non fa male. C'est seulement celui dont la chair est déchirée qui peut dire la réalité de la souffrance. Solo la persona che soffre la carne può dire quanto soffre. Alors la famille déchirée, brisée, nous pose des questions au niveau moral et pastoral, mais c'est d'abord quelque chose qui fait mal à ceux qui en font partie, à ceux qui sont dedans, et qui devrait faire mal aussi à ceux qui observent. Dunque noi guardiamo le famiglie dall'esterno, ma a livello morale, a livello pastorale, ma dobbiamo partire anche dallo sguardo interno delle persone che soffrono e dobbiamo entrare nel loro sguardo per vedere un po' il problema. Douleur de ceux qui sont à l'extérieur, non pas la petite douleur de l'inconfort moral de ceux qui s'offusquent que les règles ne soient pas respectées. Non un dolore condiviso perché mi offusco perché le regole morali non sono rispettate. Mais la vraie douleur de la compassion. È il vero dolore della compassione che è Qui est necessaria. souffrance à cause de la souffrance d'autrui. E che è sofferenza a causa della sofferenza dell'altro. Encore le dernier point, la blessure, c'est toujours une tension vers la guérison. En médecine, on connaît les plaies chroniques, les blessures qui ne veulent pas se fermer, mais c'est une exception. Les blessures Normalmente le ferite sono indirizzate verso la guarigione, l'eccezione è la ferita cronica che non vuole guarire, ma questo in medicina è un'eccezione. Normalmente la ferita va nella direzione della guarigione, così è fatto il corpo. Au contraire d'une déchirure d'un corps inerte, si je déchire une feuille de papier, la déchirure ne va pas tendre à la guérison. Per esempio, si spacca un corpo inerto, non è che tende alla guarigione, mentre il corpo umano sì, la persona umana dunque. Mais la blessure tente spontanément de se fermer. Spontaneamente la ferita tende a chiudersi. Ou si je reprends la phrase d'Ambroise Paré, le spontané ici est issu de la grâce divine. Qui la spontaneità è uscita dalla grazia divina. Alors, blessure, famille maintenant. Je vais considérer la famille avec trois axes. Guardo la famiglia secondo tre assi, tre prospettive. Comme il y a la traduction, ça m'apprend un peu plus de temps, je ne vais pas développer les trois après, mais pour moi, la famille, c'est d'abord, le premier axe, on peut les mettre dans un ordre différent, c'est la conjugalité. La prima prospettiva, il primo asse è la coniugalità. La famille est fondée sur une relation unique entre toutes, où un couple, homme et femme, ne font qu'une seule chair, pour reprendre Genèse 2. Dunque la famiglia è fondata su una relazione dove l'uomo e la donna fanno una sola carne, per riprendere Genesi 2. Le deuxième axe, c'est la filiation. Il secondo asse è la filiazione.
si le récit de Genèse 2 oriente d'abord vers l'unité conjugale, le récit de Genèse 1 oriente sur la fécondité du couple. La Genesi 1 orienta verso la fecondità della coppia. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. La famosa citazione: moltiplicatevi e riempite la terra. Et dernier élément, la communauté familiale ou la parenté, un axe qui est souvent oublié et qui renvoie à la famille comme communauté. Terzo asso che è la comunità, e che permette, scusate, di collegarci con ciò che ha detto Monsignor Morero, perché qualcuno mi ha già detto: ma Monsignor Morero non ha parlato della famiglia, il legame è fatto adesso, se non avete capito, la terza prospettiva. Voilà, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Mais ils n'ont pas compris le lien entre la conférence de Morero et la famille. Alors, vous l'avez fait? Très bien. On pourrait rajouter un quatrième axe. Il faudrait aussi parler de la famille vers l'extérieur, du rôle de la famille dans l'Église, dans la communauté sociale. Il quarto asse sarebbe l'apertura, il ruolo della famiglia nella Chiesa, nella società. Alors, je vais réfléchir sur ces trois axes et j'ai essayé de penser les blessures, pas penser, de réfléchir aux blessures de chacun de ces trois axes. C'est ce que je vais faire maintenant, essayer de détailler un tout petit peu les blessures de la conjugalité, de la filiation et de la parenté. Vi svilupperò le ferite a questi tre livelli. Alors, c'est un peu difficile à lire, mais c'est pas grave. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est il y a, à mon avis, dans la colonne de droite, ce que j'ai appelé des lieux de déploiement. C'est-à-dire, avant de parler des blessures, je vais parler, il y a des richesses, il y a des éléments qui font que dans la conjugalité, on va aller vers le déploiement plénier et beau de la conjugalité. Ci sono luoghi, da una parte, prima di parlare dei luoghi della ferita, ci sono anche luoghi di sviluppo, di potenziamento nella coppia. Je vais revenir dessus, mais l'amour, l'alliance, la relation riche l'allianza, la relazione ricca sont des lieux à partir desquels, ou en vue desquels, pour l'amour, la conjugalité arrive au mieux a trouver son. A partire da questi luoghi la coniugalità si esprime anche verso il suo migliore, verso il meglio, verso il sviluppo. Et puis dans cette colonne-là, j'ai mis ce que j'ai appelé les lieux de blessure. Questi sono luoghi di ferita. C'est-à-dire les lieux à partir desquels ce déploiement va être empêché, déchiré, cassé. Questi luoghi impediranno lo sviluppo di questi elementi scritti a sinistra. Et notre travail, ou le travail pastoral, ou le travail de la grâce guérissante, serait de faire ce chemin-là, de déplacer d'un amour romantique à un amour vrai, d'une méfiance à la confiance, d'une fidélité à soi, vous en avez aussi parlé si j'ai compris, de l'individualisme, hein, où je me construis moi-même à une réciprocité aimante, etc. Dunque la grazia che guarisce, la pastorale, deve mirare a spostare da questi luoghi verso luoghi di sviluppo possibile. Malheureusement, on doit, et j'aurais dû mettre une troisième colonne ici, parce que l'on doit lutter contre une force inverse, une force qui fait passer du déploiement à la blessure. Ma purtroppo è il senso contrario che predomina, e dunque è difficile di lottare nel senso che va in queste direzioni. Dans ma pratique médicale, l'alcool a été, il me semble, un de ces lieux importants. Così, per esempio, nella mia pratica medica è l'alcol che è stato uno di questi luoghi di ferita. La carrière professionnelle, la banalisation sociale de l'infidélité, l'individualisme, l'hypersexualisation de l'espace social, la quasi-institutionnalisation du divorce, etc., etc. Dunque ci sono tante cose che impediscono questo movimento, come l'individualismo, il carrierismo,
la banalizzazione della sessualità, del divorzio, sono elementi che impediscono questo movimento di guarigione. Donc on a deux mouvements opposés, de champs de force opposés. Le champ de force qui devrait ramener dans le lieu du déploiement et un champ de force qui nous tire vers le lieu de la blessure. Dunque abbiamo due forze contrarie, una forza che ci attrae verso i luoghi di ferite e un'altra forza che ci attira verso il luogo di sviluppo, di potenziamento, di guarigione. Je vais dire quelques mots juste d'un ou deux de ces éléments. Premier élément, ce que j'ai appelé amour, alliance, contrat. Qu'est-ce qui supporte la conjugalité? Parlerò adesso dell'amore, dell'alleanza, del contratto, che cosa supporta la coniugalità. Et je dirais juste quelques mots de l'opposition entre alliance et contrat. E vorrei solo mostrare l'opposizione che c'è tra alleanza e contratto. L'alliance, c'est un terme central en théologie, c'est un lien qui engage à une relation. L'alleanza è una relazione centrale in teologia che impegna una relazione qui nous fait responsables les uns des autres. Che ci rende responsabili gli uni verso gli altri. Qui engage à la fidélité, parce qu'une relation, elle est pas ponctuée dans le temps. Une relation, elle est ouverte vers l'avenir. La relazione impegna e richiede fedeltà, perché la relazione non è puntuale, richiede fedeltà, temporalità e apertura. Et elle engage dans une histoire commune, non pas deux histoires parallèles qui sont pour un temps voisines, mais une histoire commune. Dunque la relazione ci impegna verso una relazione comune, non due relazioni parallele per un tempo. Alors, le passage du déploiement à la blessure, c'est quand on abandonne la logique d'alliance. Il passaggio dalla logica dell'alleanza alla logica del contratto avviene quando abbandoniamo la logica dell'alleanza. Pour fonder la conjugalité, soit sur le contrat, parce que le contrat c'est toujours mieux contrôlable qu'une alliance. Quella ferita avviene, questo passaggio avviene quando passiamo dall'alleanza al contratto, perché il contratto possiamo controllarlo meglio. Et ce champ de force externe sociale nous dit que c'est mieux de rester au contrôle. E dunque è la forza sociale che dice è meglio rimanere a livello del controllo. Ou alors on va fonder non pas sur l'alliance, non pas sur le contrat, mais sur, les sociologues ont beaucoup montré l'arrivée de ce qu'ils appellent l'amour romantique. O si cercherà di fondare questa relazione sull'amore romantico, come dicono i sociologi. Mais l'amour romantique comme sentiment autocentré. Ma è l'amore romantico come sentimento autocentrato. Et la relation alors dépend d'un lien affectif fragile qui peut s'en aller. Du jour au lendemain, la sociologue Martine Segalen dit « cet amour est absolu, mais en même temps voué à l'éphémère ». Proprio questo sentimento autocentrato, dice questa sociologa appena citata, dice questo amore è assoluto, ci prende tutto, ma è effimero. Deux mots encore sur le contrat. Due parole ancora sul contratto. Le contrat, c'est pour moi une forme appauvrie et insuffisante du vivre ensemble. Allora, il contratto è una forma impoverita del vivere insieme. Le contrat crée une relation qui va conserver et protéger l'autonomie de chacune des parties contractantes. Allora, il contratto conserva, protegge l'autonomia delle parti contraenti. Et dans la réflexion sur le couple et sur la famille, cette volonté d'autonomie et de protection, on veut bien s'engager, mais quand même, il faut une certaine protection. Io voglio impegnarmi, ma vorrei una protezione. Contredit le saut dans le vide de l'alliance, de la confiance. C'est la même chose pour la confiance. Dans le monde moderne, on veut faire confiance, mais quand même, il faut quelques éléments positifs de garantie. Mentre questo contraddice la logica dell'alleanza, che è un guidarsi fidandosi. Un autre élément qui est celui vers le fond,
ici, relation dans et par le corps. Je n'ai pas besoin de rappeler tout le travail qu'a fait Jean-Paul II sur l'importance du corps dans la relationnalité. Dunque partirà adesso di un altro luogo fondamentale per esprimere la potenzialità della coniugalità, la relazione in e per il corpo sviluppato nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II. On se rencontre, on se connaît par le corps. Noi ci incontriamo e ci conosciamo attraverso il corpo. Mais malheureusement, on se blesse aussi par le corps. Ma purtroppo ci sono delle ferite attraverso il corpo, mediante il corpo, per questo fatto di incontrarsi. Le corps fait partie de nous, disent les phénoménologues, si je prends entre autres Merleau-Ponty. Nous sommes des corps. Noi siamo dei corpi, come dice Merleau-Ponty. Il n'est pas possible de dissocier la corporéité de la personne. È impossibile di dissociare la corporeità dalla persona. Alors la blessure vient de ce que le rapport à l'autre perd cette totalité. Dunque la ferita viene che il rapporto all'altro perde questa totalità della corporeità e della persona. Je ne vois pas seulement une personne en son corps, mais je vois un corps qui pourrait m'être utile. Dunque non vedo più la persona nel suo corpo, con il suo corpo, ma vedo una persona che può essere utile, un corpo che può essere utile. La conjugalité perd sa notion de communion de personnes. E dunque la coniugalità perde la sua dimensione di comunione personale. Et Jean-Paul II dit, les rapports personnels de l'homme et de la femme se trouvent unilatéralement réduits au simple lien du corps et du sexe, en ce sens que ces relations deviennent quasi incapables d'accueillir le don réciproque de la personne. Dunque, allora, come dice Giovanni Paolo II, si riduce la relazione a una relazione di corpi, alle relazioni di sesso, incapace di accogliere l'altra come persona, una riduzione dell'amore. Et là, le travail de ramener vers une compréhension plus inclusive de la sexualité, de la tendresse, du rapport à l'autre dans sa corporéité est un travail extrêmement important. E dunque tutto il lavoro per cercare, per riscoprire questa comprensione inclusiva dell'amore è molto importante. Blessure du corps, je pense aussi à la violence physique. La violence conjugale est un problème extrêmement important dans la santé publique. Penso alla violenza che nella sanità pubblica dove lavora dice è molto comune a livello della sessualità nelle famiglie. Et violence physique qui vient la plupart du temps parce qu'on ne sait pas communiquer, ou que l'on ne peut plus, ou que l'on est dans une impasse. E la violenza è fisica perché siamo nell'incapacità di comunicare all'interno della famiglia. Et les gens qui ont travaillé avec les auteurs de violence, on les a critiqués, on a dit oui, mais il faut d'abord penser aux victimes. Il y a des psychologues, il y a des conseillers conjugaux, il y a des milieux d'église qui ont dit ceux qui sont les auteurs de violence, on doit aussi s'en préoccuper. Allora lui dice ci siamo concentrati sulle vittime, ma attenzione, dobbiamo anche anche aprire e capire gli autori della violenza, perché è un problema legato nella società. Lo dicono alcuni consiglieri della psicologia familiare, anche da parte della Chiesa, della pastorale familiare, coloro che accompagnano la violenza nelle famiglie. Et les groupes de personnes auteurs de violence surprennent leurs animateurs parce que ces gens-là sont demandeurs d'une autre manière de communiquer. Ils se rendent bien compte qu'ils communiquent mal. E dunque quando si lavora con questi autori delle violenze noi ci rendiamo conto che hanno bisogno di un'altra forma di comunicazione, ci sorprendono. Comme le temps avance, je vais donner encore le deuxième axe et puis je laisserai peut-être le reste. Les blessures de la filiation. Adesso parlo delle ferite della filiazione. J'ai pris le même schéma ici, où se déploie la famille humaine dans la fécondité, je reviendrai là-dessus, la créativité, le service de la vie, je prends des termes de Jean-Paul II, l'adoption qui accueille, l'inscription dans une lignée, dans une généalogie, dans une histoire, la naissance,
cette naissance avec tout son poids symbolique, l'engendrement, l'accueil de la vie comme don. Dunque a livello della filiazione, quali sono i luoghi di potenziamento della filiazione o di sviluppo? Beh, la fecondità creativa, il servizio della vita, l'adozione, l'accoglienza, la genealogia, la nascita, l'accoglienza del dono. Et où sont les lieux, les possibilités de blessure? Eh bien, la stérilité. Qu'est-ce que je vais faire de ma stérilité? Est-ce que je vais trouver une vraie fécondité ou est-ce que je vais la bricoler pour la nier? Allora che cosa farò? Cercherò di... quale risposta darò a questa sterilità? Risposte superficiali? L'accueil du don versus le droit à l'enfant, versus la volonté de maîtrise sur le processus et sur le résultat. L'eugénisme, le projet, ce terme terrible de projet parental pour l'enfant, la vie importune qui arrive quand elle devrait pas et qui nous gêne. Il luogo di ferite è molto bello, contrario dell'accoglienza del dono, quando si parla del diritto al bambino, al figlio, o della volontà di controllare il processo della nascita, o l'eugenismo, o il progetto parentale di scelta, e poi la vita non voluta che arriva, che ci sorprende. Beh, bisogna abbandonarsi attraverso l'aborto, abbandonarlo a questa vita, eliminare il problema attraverso l'aborto. Sono luoghi di ferite possibili della filiazione. Alors par exemple, ici, comment cette vie qui vient quand on la veut pas, on a une multitude de belles expériences aussi où on a réussi à la réintégrer dans la logique du don. E allora dice, guardate, ho tanti esempi quando una vita non voluta viene riaccolta e diventa luogo di nuova potenzialità. Donc la blessure n'est pas un fatalisme, mais la blessure peut amener à un surgissement d'autres choses. Dunque la ferita non ti porta al fatalismo, ma può essere l'inizio di qualcosa d'altro, di bello. Je resterai, peut-être je terminerai par là, avec la gestation pour autrui. Je l'ai appelé le lieu extrême de la déconstruction de la procréation. Dunque vorrebbe concludere con l'idea, commentare la gestazione per altro, e dunque questa forma estrema di decostruzione della coniugalità. Je suis là, on est face au mystère de la naissance, ou j'aurais pu mettre de la procréation, le mystère de la vie qui apparaît, et on est passé à la fragmentation des processus. Dunque passiamo dal mistero della nascita alla frammentazione dei processi. Juste une citation d'une philosophe française, Sylviane Agachinsky. Cito una filosofa francese, Agachinsky, qui dans un livre où elle proteste contre le développement des techniques de mère pour autrui, son livre s'appelle Corps en miettes. Dunque ha scritto un bellissimo libro dove protesta con questa possibilità di procreare attraverso il corpo dell'altro, corpo in pezzi, a pezzi. Et vous avez cette phrase-là, il nourrit, donc l'homme actuel nourrit l'idée d'un enfant de confection, qu'il n'est plus nécessaire d'espérer. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qu'on n'espère plus mais qu'on confectionne? Dunque lei mette in evidenza che l'uomo di oggi ha l'idea di un bambino fabbricato, che non è più, dove non c'è più necessità di speranza né di attesa. Qu'il suffit de fabriquer avec les moyens du bord des parcelles de soi et des miettes biologiques prélevées ailleurs. E dunque che cosa è questo corpo che bisogna fabbricare in questa vita con mezzi di bordo, con pezzi di se stesso e anche pezzi biologici prelevati altrove. Et je pense qu'on est là, cette description d'Agachinsky, elle est très importante parce que qu'est-ce qu'on a décomposé. Et maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. On a des spermatozoïdes en Espagne, des ovules en Ukraine, une mère porteuse en Inde e dei parents en America du Nord. Dunque, questo esempio, abbiamo scompostato tutto, abbiamo spermatozoidi in un paese, ovuli dall'altro, in Ucraina, poi la mamma che porta in India e i genitori sono in America.
Et on arrive avec la notion de mère porteuse à casser la dernière chose qu'on n'avait pas cassée, c'est le lien entre porter un enfant, lui donner naissance et être mère. E dunque abbiamo rotto l'ultimo legame tra la mamma e il fatto di portare il bambino in sé. On se donne l'impression de casser. Regardez ce texte d'une émission de télévision il y a quelques mois en Suisse romande. Guardate questa emissione di televisione nell'8 marzo 2014 nella Suisse romande. Deux messieurs parlent de leur fille. Dunque due signori parlano della loro ragazza. Chez nous, les rôles sont très clairs. Il y a deux papas. Moi, je suis papa et mon conjoint est papa. Da noi abbiamo due ruoli chiari, abbiamo due papà, io sono papà e il mio partner è anche papà. Et la famille, les parents, c'est nous. E la famiglia, i genitori siamo noi. Nos enfants savent que les garçons n'ont pas de poche pour les enfants dans le ventre. I nostri figli sanno che i bambini non hanno una tasca per mettere i bambini nella pancia. Et donc qu'il faut se faire aider. E che bisogna farsi aiutare. Qu'il n'y a pas une femme dans la famille et donc qu'une dame nous a aidés et elle a gardé les filles dans le ventre. E dunque ci siamo lasciati aiutare da una donna e che dunque ha preferito Et là, la queste figlie nel disjonction, hein, c'est évident qu'elle n'est pas la maman. Dunque è evidente che non è la mamma dei figli. Et le drame, ici, on peut parler, il y a une multiplicité de blessures dans toute cette histoire. Dunque Mais c'è une una blessure, molteplicità di ferite in tutta questa storia. une blessure dont on tient peu compte, c'est la blessure de la mère, de celle qui porte. Abbiamo dimenticato, dice, la ferita della mamma portatrice. La Commission nationale d'éthique a, dans un texte assez étonnant et révoltant, je dirais, parlé de cette femme, parlé du lien qui se construit pendant 9 mois avec l'enfant qu'elle porte. Dunque la Commissione Nazionale di Etica svizzera ha parlato proprio di questo legame tra la mamma e di questo legame di 9 mesi con questo bambino in modo scioccante. Et elle dit oui, effectivement, il y a un lien, il faut ce lien parce que c'est pour le bien de l'enfant. Après, oui, c'est un peu, je ne sais pas quel terme ils utilisent, c'est un peu embêtant d'enlever l'enfant à la mère, mais il sera accueilli par un couple tout à fait plein de bienveillance. Allora si dice, ma certo che bisogna questo legame con la mamma, poi dopo si passa oltre e in fondo si vede il nuovo legame che si creerà con la nuova famiglia. Et on ne parle plus de cette femme. Elle est renvoyée dans l'obscurité, dans l'ombre. Elle reçoit quelques peanuts à notre échelle. Et elle se trouve à la fin, probablement, on a aussi des interviews et des reportages sur ces femmes, avec qu'elles l'avouent ou non, ou qu'elles l'avouent à moitié un grand vide, et se renvoient dans l'anonymat. Questo Collot mette in evidenza, basandosi su alcune interviste, sul grande vuoto e sul modo in cui noi ci sbarazziamo con alcune peanuts pecuniari, finanziari di questa donna, ma che manifesterà in modo evidente o mezzo evidente la sua grande sofferenza, la sua grande solitudine. Che cosa ne facciamo di questa donna? Blessure aussi des deux petites filles. Anche la ferita delle due piccole ragazze. À qui on instille l'idée que la féminité, la maternité se résume à avoir une poche dans le ventre. Alla quale diamo l'idea che la paternità e la maternità si riduce a avere una tasca nella pancia. Blessure d'être délibérément aussi privée de mère, blessure de devoir aussi toute leur vie justifier ce modèle familial vis-à-vis de l'extérieur. Allora, ferita perché non avranno una mamma e ferita sociale perché dovranno sempre giustificarsi di fronte alla società. Blessure aussi des deux hommes qui vont maintenant devoir assumer cette folie. E ferite anche di questi due uomini che dovranno sempre assumere questa follia. Cette folie qu'ils ont provoquée en partie parce qu'on a stimulé et non freiné leurs fantasmes. E che hanno provocato perché in parte sono responsabili, ma si sono lasciati stimolare
il loro fantasma si è lasciato stimolare dalla proposta che faceva la società. Et qu'on leur a fourni les instruments symboliques ou pratiques pour que cela soit possible. E perché abbiamo dato gli elementi simbolici e pratici per renderlo possibile. Je termine, je vais rester avec ce deuxième axe. Je termine avec ce que j'ai appelé la blessure de la fécondité. Voglio rimanere a livello del secondo asso con la ferita della fecondità. Ce que j'ai mis en premier, la blessure, il faudrait dire la blessure d'une stérilité qui ne sait pas trouver un chemin vers la fécondité. È la ferita di una sterilità che non ha trovato una via per la fecondità. Parce qu'on ne sait pas dans notre société parler de la fécondité d'une famille. Perché non si riesce a parlare della fecondità di una famiglia. On ne sait pas penser la fécondité hors de la présence physique de l'enfant. Perché non si riesce a parlare di fecondità fuori dalla presenza fisica di un bambino. Donc, si l'enfant ne vient pas, il faut tout faire pour que la blessure insupportable disparaisse. Dunque, se il bambino non viene, bisogna fare tutto per colmare questa ferita insopportabile. Mais on oublie une vérité fondamentale. Ma si dimentica una verità fondamentale. Une blessure ne disparaît pas. Elle cicatrise, elle se dépasse, elle se transcende, Dunque elle devient autre chose. Una ferita non sparisce, una ferita si trascende, diventa altra cosa. Le pire en médecine, c'est ce qu'on appelle la restitutio ad integrum, qui est un fantasme. Dunque la cosa peggiore in medicina si chiama la restituzione all'integrità, che in medicina non esiste. On déploie son humanité d'une autre manière, on grandit en dépassant la blessure. La sua umanità, dunque il problema della sterilità, in un altro modo, attraverso una crescita umana. Alors je trouve que c'est une grande blessure à notre époque que cette fécondité incomprise, qui au lieu de revendiquer à tout prix un enfant, devrait s'élargir en créativité. Dunque questa fecondità incompresa nella nostra società, questa fecondità non ha la possibilità di capirsi come crescita in creatività. En service multiforme de la vie, pour reprendre Familiaris Consortio. In servizi multilaterali, multipolari della vita. Au-delà de la procréation. Al di là della procreazione semplice. Et je termine par une phrase de Jean-Paul II, au paragraphe 41, Familiaris Consortio, qui fait appel à une créativité incessante doit caractériser la fécondité des familles. Dunque, vi concludo con un numero di Familiaris Consortio, 41 mi sembra, dunque dove Giovanni Paolo II, i vescovi parlano della creatività incessante delle famiglie. C'est là le fruit merveilleux de l'Esprit de Dieu. E questo è il frutto meraviglioso dello Spirito di Dio. Qui fait ouvrir tout grand les yeux du cœur. Che apre tutto grande, diciamo, gli occhi del cuore. Et Jean-Paul II avait l'idée, ce paragraphe, si je me rappelle bien, est dans ce qu'il dit de la place de la famille dans la société, la famille aussi, hospitalité contre les exclusions, la famille qui construit le corps social, tout ça c'est une fécondité. Allora lui dice, guardate Giovanni Paolo II parlava di famiglia costruttore della società, accoglienza dei poveri, eccetera. Voilà, je vous remercie.